Bonjour, nous sommes ici à la clinique de Genolier et dans le cadre d'Octobre Rose pour une nouvelle émission 100% santé, nous allons parler avec 3 spécialistes du cancer du sein notamment et de l'importance du dépistage. A tout de suite. Rose, ce mois d'octobre est rose selon le nom de cette campagne lancée il y a plus de 30 ans, une campagne qui vise à informer chaque femme de l'importance du dépistage du cancer du sein. Alors on évoquera l'importance de la prévention, l'étape du diagnostic, les traitements mis en place, ce que cela implique médicalement, mais aussi dans la vie de la patiente. Et puis on s'intéressera également à la recherche, aux avancées, aux progrès, car oui, il y a des raisons d'être optimiste. On va en parler de tous ces sujets avec vous, docteur Magdalena Kolik. Bonjour. Vous êtes directrice médicale du Centre du sein pour le Centre du sein de la clinique de Genolier. Et vous êtes spécialiste en chirurgie oncologique du sein et gynécologue. Et puis vous, docteur Edia Furman, vous êtes spécialiste FMH en oncologie médicale à la clinique Générale Beaulieu et à la clinique Genolier. Bonjour. Bonjour. Et pour compléter cette table ronde, vous, Madame Francine Piton, vous êtes infirmière référente pour le cancer du sein de la clinique de Genolier. Alors commençons par l'essentiel, le message qui est répété tout au long de ce mois d'Octobre Rose, l'importance du dépistage. Vous confirmez, docteur Kolik? Le dépistage est extrêmement important. Depuis environ 30 ans, on a une augmentation de la survie grâce au dépistage, grâce au traitement. Et puis ce dépistage, il a une partie absolument primordiale. Donc, en Suisse, malheureusement, pas tous les cantons ne proposent le dépistage pour les femmes. Mais ici, en Suisse romande, on a la chance de l'avoir. Il est proposé chez les femmes entre 50 et 75 ans, tous les 2 ans. Ça, c'est pour le dépistage qui est organisé. Et puis, on peut parler aussi de dépistage individuel? Oui, parce qu'il y a des femmes qui ne participent pas forcément au dépistage organisé. Elles peuvent avoir un dépistage par leur gynécologue ou par leur médecin traitant, par lesquels ils sont invités à faire des mammographies en dehors du programme de dépistage. Chez certaines femmes, selon les anamnèses familiales, les antécédents familiaux ou personnels, on propose des dépistages aussi un petit peu hors cadre, parfois chez des femmes plus jeunes, ce qui peut après s'apparenter à un dépistage ciblé, un dépistage personnalisé. Parce que certaines femmes peuvent présenter un risque plus élevé, par exemple, si leur mère ou leur sœur a développé un cancer du sein? Alors, c'est une maladie fréquente, le cancer du sein. Il y a une femme sur 8 chez nous qui va développer un cancer du sein. C'est pas forcément parce qu'une mère n'a pas eu un cancer du sein qu'on va pas le développer. Il y a certainement... Et inversement. Et inversement, bien sûr. Après, il y a un petit pourcentage qui s'apparente autour de 5 à 7% de cancers qui sont d'ordre génétique. Mais c'est vraiment un petit pourcentage actuellement, selon nos connaissances actuelles. Et puis ça, c'est des analyses génétiques qui vont déterminer qu'il y a vraiment un risque élevé de cancer du sein, parfois d'autres, mais de cancer du sein. Et puis dans ce cas-là, on commencera des examens de dépistage déjà à partir de l'âge de 25 ans. Octobre Rose, donc l'importance du dépistage, c'est aussi l'importance de communiquer sur les traitements et sur cette espérance de vie qui, au fur et à mesure des années, a forcément augmenté par rapport au progrès de la médecine. Docteur Furman. Alors oui, je pense qu'on a fait énormément de progrès, d'accord, sur ces... On a déjà parlé des 25 dernières années. D'abord, c'est grâce à la biologie et à la connaissance, en fait, de la maladie. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein, c'est pas une maladie, mais c'est au minimum 4 différents types de biologie. Et en fonction de ça, on va proposer des traitements très différents les uns des autres, tant au niveau de la chirurgie, au niveau de la chimiothérapie, oui ou non. Quelquefois, on parlera d'anticorps, de traitement par anticorps, de l'immunothérapie ou bien de l'hormonothérapie. Donc déjà, la connaissance biologique de la maladie a permis de catégoriser en 4 grands groupes, on va dire.
Alors après le dépistage, vient l'étape du diagnostic qui va être fait le plus précisément pour trouver le traitement le plus adapté. Ça semble logique à dire, mais ce n'était pas forcément évident justement il y a quelques années. Alors il y a quelques années, on ne le proposait pas parce qu'il n'y avait pas la connaissance pour ça. D'accord. Donc dans les années, j'ai envie de dire, entre 80 et 90 encore, on avait cancer du sein. Quasiment tout avait une chimio, de manière, je caricature un petit peu, mais on n'avait pas la notion, est-ce que les récepteurs étaient hormonopositifs ou pas, ou bien le fameux HER2, est-ce que c'est positif ou pas. Ça se cherchait pas. Et puis après, c'est au fur et à mesure, en fait, par exemple, avec des observations, ils ont vu qu'il y avait des femmes qui présentaient des petits cancers du sein, puis qui allaient très bien, puis d'autres qui présentaient le même type de cancer au microscope, puis qui allaient moins bien. Et c'est comme ça qu'ils se sont posé des questions. Puis on a découvert des protéines qui pouvaient expliquer pourquoi certaines femmes allaient moins bien que d'autres. Et ensuite, on a développé, ça veut dire, il a été développé en fait des anticorps spécifiques contre cette protéine et qui ont changé la donne dans ce type de maladie, par exemple. Alors concrètement, un diagnostic d'un cancer du sein, est-ce qu'il y a forcément une chirurgie, une intervention? Je laisserai la doctoresse Colic. Alors, non, il n'y a pas forcément, hein, parce que ça dépend de la présentation de départ de la maladie. Comme la Dr Fuhrman vient de le dire, il y a beaucoup de cancers du sein différents, et puis chacun va s'appliquer son traitement. Donc on appelle ça les traitements ciblés. On essaye, lors de colloques multidisciplinaires, on essaye de trouver chaque meilleure voie pour chaque patiente, pour qu'on ne se trompe pas dès le départ, hein, pour que chaque spécialiste apporte ses connaissances, parce que ça devient très vaste, ça devient très compliqué et complexe. Donc on apporte tous et toutes nos connaissances pour pouvoir trouver le meilleur chemin dès le départ dans le traitement des patients. Après, si c'est un traitement type, si vous voulez, chez des patientes qui ont une petite tumeur, en général, la chirurgie, elle trouve sa place encore. Parfois, elle se fait avant la chimiothérapie, s'il y a chimiothérapie. Parfois, elle se fait après. Tout ça, c'est déterminé au fur et à mesure lors des colloques multidisciplinaires. Et s'il y a chirurgie, est-ce qu'il y a des déformations? Est-ce qu'elle est mutilante, cette chirurgie, ou là aussi, les progrès ont fait de l'effet? Alors, je pense qu'on a certainement fait des progrès. Hein. Partout dans le traitement du cancer du sein, je crois qu'on essaye maintenant d'avoir la qualité de vie qui prime. Je crois que c'est vraiment ça la chose où on essaye de s'améliorer au fur et à mesure en diminuant les effets secondaires. Dans la chirurgie, on essaye d'avoir des traitements qui sont de plus en plus mutilantes, de plus en plus reconstructives, si vous voulez, de moins en moins mutilantes. Si on fait des traitements conservateurs qui sont un petit peu plus importants, on a l'oncoplastie qui nous permet de remodeler et reconstruire les seins pour essayer d'obtenir une esthétique satisfaisante pour la patiente. En cas si on a besoin d'une ablation, parce que ça existe quand même parfois qu'on doit encore faire une ablation du sein, on a des moyens de reconstruction qui ont clairement évolué et qui continuent encore à évoluer. Donc souvent les patientes, elles sont même surprises au départ par les différentes options qu'on peut leur offrir. Dr Fuhrman. Par rapport à la chirurgie? Alors, de nouveau, moi j'aime dire, on est tous complémentaires les uns des autres. La prise en charge d'un cancer du sein, puisqu'on sait Octobre Rose, hein, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Donc il y a le chirurgien, ou d'abord celui qui va poser le diagnostic, quelquefois ça peut être par dépistage, donc c'est le radiologue. Ensuite, il va voir son gynécologue qui l'adresse à un scénologue en général. Là, il y a une présentation, parce qu'il y a une biopsie, on dit, ben voilà, j'ai une présentation pré-thérapeutique, donc avant tout traitement. Et en fonction des critères, on va commencer par l'âge de la patiente, ensuite la biologie de la maladie, l'étendue de la maladie. On dit, est-ce qu'on va d'abord pour un traitement de manière schématique, on va dire par la veine, ou bien est-ce qu'on va d'abord à un traitement chirurgical? Mais la chirurgie a malgré tout un rôle complémentaire et majeur, en fait, de tous ces traitements. Il y avait une conférence il y a
de ce professeur que tu aimes aussi beaucoup, de cette américaine qui dit très bien, même quand les traitements marchent extrêmement bien et qu'on ne voit plus rien, qu'on ne palpe plus rien, qu'on ne voit plus rien à la radio, il peut quand même rester peut-être des microcellules microscopiques. Et comme les biopsies sont quand même, c'est un geste pas anodin pour les dames, hein, la chirurgie est un geste plus simple quelquefois pour pouvoir nous assurer, parce qu'on n'a pas d'autre moyen en fait de nous assurer que le traitement a extrêmement bien marché en fait. Donc la chirurgie reste pour le moment, à l'heure actuelle, un facteur majeur de confirmation de réussite ou bien de prise en charge thérapeutique. Parfois, il y a des maladies qui sont très étendues, des tumeurs qui sont très importantes, qui permettraient peut-être pas d'avoir un traitement, une chirurgie suffisamment esthétique pour la patiente. Et s'il y a besoin d'une chimiothérapie, parfois on préfère la faire avant la chirurgie pour permettre d'avoir une chirurgie qui est qui donnera un plus joli résultat esthétique. Et alors, comme il y a différents traitements, puisque chaque cas est unique, il y a aussi différentes durées de séjour. Certaines restent à la clinique, à l'hôpital, d'autres peuvent repartir chez elles après intervention. C'est vraiment très variable. Je me retourne vers Madame Francine Piton, vous êtes l'infirmière référente, donc vous avez une vue globale de toutes les patientes. Alors, les patientes, quand elles sont opérées, restent à la clinique quelques jours. Après, si elles doivent avoir de la chimiothérapie et de la radiothérapie, tout cela se fera en ambulatoire. La radiothérapie, elles vont venir tous les jours, pendant 5 jours par semaine et 4 à 5 semaines de suite. Alors, on le voit après le diagnostic, on rentre véritablement dans un parcours pour la patiente. Et un parcours, ça a forcément plusieurs étapes. Docteur Fuhrmann, quelle est la première étape du parcours de la patiente? Il y a le choc du diagnostic, forcément, et après? Alors, comme la docteure Escolic l'a dit tout à l'heure, d'accord, quand on décide, est-ce qu'on va d'abord opérer la patiente ou bien plutôt lui proposer un traitement pour pouvoir améliorer tant les chances de survie ou bien le succès de la chirurgie, ou bien d'être moins... pouvoir permettre aussi une chirurgie peut-être même plus petite, hein, parce que des fois, c'est pour permettre une chirurgie plus conservatrice, si on fait un traitement avant. À ce moment-là, on commence à discuter du traitement systémique. Mais moi, j'aime bien quand même préciser aux patientes qu'elles ne sont pas malades. Elles vont avoir des effets secondaires hein, liés au traitement, mais en fait, c'était une maladie localisée qui ne les rendait pas encore malades. D'accord, et ça, je pense que c'est un facteur très important. Quand on parle de cancer du sein localisé, c'est où j'ai senti une boule, où on m'a découvert un nodule, mais j'en souffrais pas encore. Et en fait, le traitement est relativement lourd, hein, parce que c'est celui qui marche, hein, et qui a été démontré comme marché à travers le monde, hein, mais on souffre des effets secondaires, et on ne vient pas parce qu'on est malade d'un cancer. Ça, c'est quelque chose qu'on reprend beaucoup avec nos patientes. Une fois qu'elles ont eu la tumeur enlevée par la chirurgie, on leur dit bien qu'elles sont là pour faire un traitement qui est certes lourd, qui n'est pas dénué d'effets secondaires, mais qu'en fait, on travaille surtout sur que cette maladie ne revienne pas. C'est pour éviter la récidive. Et ça, psychologiquement, pour les femmes, ça fait la différence de savoir qu'elles ne sont pas traitées pour un cancer du sein, mais qu'on travaille pour que ce cancer ne revienne pas. Ouais. Et on leur dit aussi, dites-leur autour de vous. Parce que comme il y a les effets secondaires avec certains types de traitements, elles vont perdre leurs cheveux, par exemple, donc il y a un aspect physique qui change, indépendamment de la fatigue qui se verra peut-être moins, mais je vais dans les magasins, on verra que j'ai peut-être un peu changé d'aspect. Je dis bien, dites bien, pas qu'ils aient pitié de vous, mais que c'est les effets secondaires du traitement. Donc ça passe. Vous redeviendrez vous-même. C'est un parcours qui peut être long, mais ce sont des étapes dans le parcours. Il y a une suite après. Alors oui, bien sûr, c'est le but. C'est une belle suite. Et justement, dans cette façon de franchir les étapes, chaque étape est importante. Est-ce que la patiente le considère comme ça aussi? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu un jour sans fin au fur et à mesure des traitements. C'est l'importance du soutien? Oui, je pense. Et elles marquent vraiment le coup hein, quand elles disent « ça y est, j'ai fini la chimio ».
on va passer à l'étape suivante. Elles ont vraiment dans leur tête, pour elles, c'est important d'avancer dans ces étapes et de considérer le chemin parcouru. Ça, c'est important aussi. Et se dire, ben voilà, c'est encore ça qui est fait, et puis je continue. Et puis les étapes, finalement, avancent plus vite que ce qu'elles imaginaient. Et donc l'accompagnement, il est forcément multidisciplinaire, en tout cas, vous tendez à ça? Un parcours classique, on va dire, un parcours d'une patiente qui aura besoin d'une chimio avant chirurgie. Faisons ce schéma-là. Elle est adressée par, on va dire, un exemple, la doctoresse Colique, un oncologue, la doctoresse Furman. La patiente ira également voir l'infirmière du centre du sein, qui va l'accompagner tout au long. Les infirmières en oncologie les accompagnent. Ensuite, on constate une évolution favorable, mais la doctoresse Colique les revoit déjà au milieu du parcours pour pouvoir confirmer. Donc, en fait, on n'arrête pas de discuter comme ça les uns avec les autres pour pouvoir se concerter et se conforter que tout ce qui est en train de se faire évolue favorablement. Et de se concerter aussi avec la patiente. Ah, ça, bien sûr. Il faut un certain lien, il faut une certaine énergie de groupe pour arriver aussi à mettre en place au mieux tout le programme. Alors, en fait, c'est notre souhait, je pense. Mais on essaie de le faire au maximum. Hein. Après, bien sûr, ça ne change rien à la difficulté de certains parcours. Il y a des parcours quand même qui sont plus difficiles. Mais on dit bien aussi qu'on n'est pas là pour être à leur place. Hein, on est là pour être avec eux et les soigner. Mais on n'est pas là... Je ne sais pas comment est-ce que moi-même j'aurais vécu le propre traitement pour moi-même. Donc, même entouré, le voyage est un peu solitaire. Malgré tout, oui. Et même au sein, par exemple, de la famille, quand on parlait du soutien familial ou du soutien social autour, hein, quelquefois il y a des incompréhensions. Et puis moi, j'aime bien préciser que, et pour la patiente, c'est difficile, mais peut-être pour l'entourage aussi. C'est une autre solitude. Parce que l'autre est aussi un peu perdu. Quoi dire, comment faire? On le voit aussi dans les relations amicales, dans l'entourage social des personnes. Donc ça bouleverse beaucoup de choses. Hein. Mais on essaie d'être là. Je pense que la confiance est absolument primordiale. Hein. Il n'y a pas de place pour les futilités quand on commence une relation comme celle-là. Et c'est des relations privilégiées hein, qu'on a avec nos patientes. Je crois qu'on le vit toutes et tous comme ça. Et quand on a une dame qui vient, qui nous fait confiance pour ça, ben, on lui offre aussi, au sein du centre du sein, les différentes spécialités avec les infirmières référentes qui peuvent les aider après avec les sophrologues, avec d'autres choses, avec tout ce qui est papier pour les assurances, avec une réinsertion. Donc on essaie d'être beaucoup plus large dans le soutien avec les patientes, avec les enfants, avec les proches aidants, que juste les traitements, vous revenez pour tel et tel traitement et puis on se reverra à ce moment-là. C'est vraiment une prise en charge globale. Y compris quelque part aussi donc, de la prise en compte de l'entourage. Et ça, vous venez de le confirmer. Et puis dans ce que vous venez de dire aussi, il y a l'après-cancer. Et ça aussi, il doit être accompagné? Oui. Souvent, une fois que les traitements sont terminés, elles sont super contentes, mais elles ressentent comme un espèce de vide. Parce que tout d'un coup, elles n'ont plus rendez-vous toutes les semaines. Et puis, tout l'entourage dit « Ah ben maintenant c'est fini ces traitements, on repart comme avant », alors qu'elles ont encore accumulé de la fatigue des traitements. Et le retour dans le monde réel est parfois très compliqué. Les employeurs sont parfois beaucoup plus exigeants vers une femme qui revient au travail qu'avec une autre femme. Donc, il y a beaucoup de difficultés dans le retour à l'emploi, par exemple. Et là, vous aussi, en tant qu'infirmière référente, vous suivez ce parcours? Alors, c'est à la demande des patientes. Hein. C'est vrai que nous concentrons beaucoup notre activité sur la phase active des traitements, mais on a pu identifier beaucoup de solitude, beaucoup de détresse chez les femmes après les traitements. Et c'est pour ça qu'on a mis en place certaines structures pour les soutenir. On a une coach pour le retour à l'emploi. On travaille en collaboration avec la Ligue vaudoise contre le cancer, où il y a des conseils juridiques. Donc il y a toute une structure. On travaille avec des psychologues aussi. Donc tout ça, c'est fait pour que les femmes puissent retourner dans la vie active. C'est l'occasion aussi de mentionner
l'importance des groupes de soutien, que ce soit par la parole ou par d'autres activités. Et notamment dans le canton de Vaud, il y en a beaucoup. Il y a toutes les associations de femmes, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup. Et nous, on essaye aussi de mettre en place des cafés-rencontres. Et on organise aussi des activités comme le yoga, par exemple, ou bien l'art-thérapie. On a aussi une maître de sport qui organise des sorties sur le lac, de la voile, du paddle. Et ça, c'est toutes des femmes qui ont vécu la même expérience, qui se retrouvent autour d'une activité qui n'a rien à voir avec l'hôpital et puis qui peuvent partager entre elles. Parce que souvent, c'est le soutien entre femmes qui vivent la même expérience qui aide à avancer beaucoup. On va s'intéresser maintenant aux différentes avancées dans la lutte contre le cancer du sein. Quels progrès, quelles actions concrètes pour combattre la maladie se profilent désormais? Alors, je pense qu'il faut déjà séparer peut-être quand on discute, est-ce qu'on est face à un cancer localisé ou face à un cancer métastatique? Et dans les deux cas, il y a eu énormément de progrès. Face à un cancer localisé, comme on a dit tout à l'heure, ça dépendra de la biologie de la tumeur elle-même et de sa taille de manière globale, ainsi que de l'âge de la patiente. Et en fait, le raisonnement de quel traitement proposer, il est, on va dire, il faut ouvrir plusieurs portes. Et en fonction des portes que nous ouvrons, il y a un cheminement qui se fait pour dire c'est la voie A qu'il fallait utiliser pour cette femme, ou bien la voie B pour la deuxième femme. Et puis ensuite, il y a eu également des progrès phénoménaux dans les prises en charge de cancer du sein dit métastatique, où on a essayé de privilégier et la qualité de vie, mais aujourd'hui, on a des survies de longue durée. Et on parle des survies d'années. D'accord ? Et c'est un facteur même au niveau social. En fait, il y a des femmes qui veulent continuer de travailler, qui peuvent travailler. Et comment est-ce qu'on gère, en fait, une chronicité d'une maladie de plus en plus chronique? Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on me soigne? C'est pour vivre. Donc, laissez-moi vivre. Et là, il y a encore beaucoup de choses où la société devra peut-être intégrer, en fait, ces progrès en laissant ces personnes vivre leur vie comme elles l'entendent, en fait. Et pas comme quelqu'un de malade. Exactement. On vous soigne pour vivre. Malade. Voilà. Donc, laissez-nous vivre. Dans les recherches, est-ce qu'à l'horizon se profile cette question, est-ce que le cancer du sein est évitable? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la majorité des diagnostics se font malgré tout chez des femmes d'un certain âge. À l'époque, quand on discutait, par exemple, par rapport au risque de cancer du sein génétique, donc je suis née, il faut quand même le facteur temps pour que ce gène puisse s'exprimer, façon de parler. Donc il nous faut un facteur temps, d'accord ? Et avec tout le respect qu'on se doit toutes ici, à partir d'un certain âge, même si on a bonne mine, on l'espère en tout cas, il y a le facteur temps au niveau biologique qui a joué son rôle. Et donc une cellule chez une femme de 60 ans n'est pas tout à fait, n'a pas subi ou aurait subi beaucoup plus de mutations de par la vie, tout simplement, qu'une cellule d'une femme de 25 ans. Et donc c'est le vieillissement de la population qui est aussi en grande partie responsable de la survenue des cancers. Et à côté de ça, on soigne tout le reste des autres maladies beaucoup mieux. Tout ce qui est les facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'hypertension, diabète, cholestérol, pour le faire de manière schématique, les crises cardiaques, même aujourd'hui les attaques cérébrales, on les soigne beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Et tout ça fait que la population, on est tous là, quoi. Et il suffit de regarder la statistique de la population en Suisse, comme elle a augmenté. Mais ce n'est pas que ça, c'est une maladie qui est absolument multifactorielle. Et puis, on ne connaît pas tous ces facteurs. On ne les connaît pas, on cherche, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a juste ce facteur-là ou qu'il y a juste ce facteur-là sur lequel on pourrait avoir un impact majeur. Ça reste une maladie multifactorielle et qui existe aussi chez les femmes jeunes, oui. Même chez les femmes avant 40 ans qui ont des cellules encore très jeunes. Si on s'intéresse aux différentes avancées dans la lutte contre la maladie, contre le cancer du sein, on peut véritablement voir des progrès depuis ces dernières années. Oui, en effet, depuis 20 ans, en fait, on voit une nette augmentation des progrès qui est due à la connaissance, ou grâce à la connaissance de la biologie moléculaire et de la biologie de la maladie.
Et par exemple, pour l'hormonothérapie, on va donner, il y a plusieurs familles d'hormonothérapie pour la faire schématique. Il y en a qui vont réagir par concurrence face à nos hormones et d'autres qui vont plutôt inhiber la production des hormones. Ensuite, on a ciblé les patientes pour savoir qui pourrait en bénéficier. On a également découvert une protéine qui favorisait les tumeurs pour se diviser plus vite, ce qu'on appelle le HER2. Et on a développé un anticorps contre ce HER2 qui a été une grande révolution, en fait, pour ne pas le dire autrement, dans la prise en charge des tumeurs HER2 dites positives, avec un taux de guérison qui était très important. Ensuite, il y a eu les maladies, et ça, c'est des progrès d'il y a 2 ans à peu près, dits triple négatifs, donc ça veut dire des tumeurs qui n'expriment pas les récepteurs, des tumeurs qui n'expriment pas les fameuses protéines HER2. Jusqu'en 2020, on ne proposait que la chimio. Et maintenant, de nouveau bien cadré et avec des critères bien précis, on peut proposer également de l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, ce n'est pas juste des anticorps ciblés contre une protéine particulière, mais que ce soit l'hormonothérapie, la chimiothérapie ou les anticorps ciblés contre une cible particulière, elles attaquent directement la cellule tumorale. Tandis que l'immunothérapie, quand on l'entend actuellement dans notre jargon médical, c'est réveiller notre propre corps pour rendre la tumeur visible à notre propre système immunitaire, et c'est notre système immunitaire qui va aller l'attaquer. Et donc c'est tout un paradigme qui change, hein, d'accord ? Mais ceci a été un grand progrès dans les cancers dits triple négatifs. Ensuite, il y a eu également l'avènement dans les cancers même localisés ou métastatiques, quand ils étaient génétiquement d'origine génétique ou familiaux, avec les fameux gènes BRCA1, BRCA2. On a développé également des thérapies ciblées, qu'on appelle, donc c'est des comprimés qui ciblent la cellule qui est défaillante d'un gène et qui va induire que cette cellule va disparaître, ou on espère qu'elle va disparaître. Et même dans les hormonothérapies, on a donné des hormonothérapies dans des situations métastatiques. À un moment donné, la maladie devenait résistante un peu à ces hormonothérapies. On a compris par la biologie qu'il y avait un facteur un peu plus bas dans la biologie qui permettait à la cellule de quand même se diviser, même si elle n'avait plus les hormones. Et donc c'est ce facteur-là, un peu en aval sur le chemin biologique, qu'on a pu bloquer. Et ceci a changé aussi la donne avec des résultats relativement très intéressants, avec un impact sur la survie de ces patientes. Donc, en fait, le progrès n'arrête pas. Et aujourd'hui, en fait, en médecine, que ce soit cancer du sein et ou autres cancers, on parle aussi beaucoup de traitements et de recherche translationnelle. Ça veut dire on va appliquer par rapport à la biologie moléculaire des traitements qui peuvent passer d'un organe à l'autre, façon de parler. Donc, l'immunothérapie développée dans le cancer du poumon au départ, là, ce sont les mêmes médicaments qu'on est en train d'amener dans le cancer du sein, par exemple. Et donc, au fur et à mesure que la recherche s'affine, les traitements s'affinent, est-ce que le suivi aussi, le soutien, Francine Piton, s'affine aussi? Il y a quand même un lien qui semble beaucoup plus flagrant actuellement entre santé mentale et santé physique par rapport à l'image qu'on avait de la maladie il y a quelques années. C'est clair qu'actuellement, on ne soigne pas uniquement une pathologie, mais on s'occupe de l'être humain dans sa globalité. Et on l'accompagne avec ses hauts et ses bas tout au long du parcours. Et avec l'avancée des médicaments, il est vrai qu'on suit les patientes pendant beaucoup plus d'années. Il n'est pas exceptionnel d'avoir des patientes que l'on suit depuis 15 ans, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et les besoins sont toujours là, et certaines patientes disparaissent de notre horizon, et d'autres patientes viennent nous voir régulièrement, et on met en place pour elles des stratégies pour justement aller dans la qualité de vie. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait des conseils, des recommandations que vous pourriez donner aux femmes, aux patientes, aux futures patientes? Il faut prendre soin de soi. Suivre le dépistage, bien sûr. Je pense que c'est essentiel. Mais la maladie existe même avant 50 ans, avant le dépistage. Donc une femme qui sent quelque chose qui a changé dans son sein, qui sent un nodule, même avant 40 ans, il faut qu'elle consulte. Ça peut exister, il faut que ce soit pris au sérieux, même à cet âge-là. Ouais, ça a gardé espoir.
Oui, et il y a matière à garder espoir puisque, on le répète selon les chiffres, aujourd'hui une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein, mais s'il est détecté à temps, il peut se soigner dans pratiquement 9 cas sur 10. C'est ça aussi l'importance du dépistage et d'Octobre Rose, de faire passer le message que oui, le dépistage peut être impressionnant, mais derrière, il y a des chiffres globalement positifs. En effet, je pense que c'est essentiel. Ainsi s'achève cette émission consacrée à ce mois d'Octobre Rose, selon le nom de cette campagne lancée il y a plus de 30 ans. On le rappelle, une campagne qui vise à informer chaque femme de l'importance du dépistage du cancer du sein.